Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Dilnur Rehan. Je dois vous prévenir, cet épisode est difficile à écouter, parce que la réalité est difficile à entendre. Des femmes violées, stérilisées de force, des enfants arrachés à leur famille, des femmes obligées de couper leurs longs cheveux, des femmes portant des robes ou des jupes trop longues au goût des autorités, arrêtées en pleine rue pour les leur couper. Voilà la réalité des Ouïghours, une minorité turcophone et de religion musulmane ciblée par Pékin. Nous sommes en 2020 et un génocide a lieu sous nos yeux. Des personnes sont persécutées, non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie de me taire. Je dois utiliser ma voix, celle d'une femme blanche privilégiée, pour dénoncer ce génocide. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec l'industrie textile ? Eh bien, c'est très simple. De nombreuses marques de mode sont liées au travail forcé des Ouïghours via leurs sous-traitants chinois. Je ne vais pas tout vous raconter dans cette introduction, je laisse la parole à mon invité. Et je vous attends le 3 octobre pour une manifestation dans les rues de Paris pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Dilnur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes sociologue d'origine ouïghour et président de l'Institut des Ouïghours d'Europe. Alors peut-être première question, de qui parle-t-on quand on parle des Ouïghours? Ça permettra de poser un petit peu les bases. Et puis de quelle région aussi en Chine, comme ça voilà, tout le monde comprendra bien de quoi on va parler tout au long de cette discussion. Ouais. Donc les Ouïghours, c'est une population originaire de l'Asie centrale. Donc ce sont les autochtones comme les autres turcophones et personophones de l'Asie centrale. Et c'est une population, donc c'est la population turque la plus ancienne et la première sédentarisée qui a contribué à la fois en fait à la civilisation asiatique mais aussi à la civilisation turque. Donc lorsque on parle des Turcs, vous savez c'est comment faire l'importance des Ouïghours et de la civilisation ouïghour, c'est exactement comme l'importance de la civilisation gréco-romaine pour les occidentaux. C'est aussi la civilisation ouïghour, c'est la base, vraiment la pierre angulaire de la civilisation turque et du monde turc. Ok. Et alors, dans quelle région de Chine se situe la région ouïghour? En réalité, c'est les Ouïghours. La région ouïghour, elle se retrouve au cœur de l'Asie centrale. C'est donc maintenant étant une administration chinoise depuis 1949, une colonie chinoise. Elle est située dans le nord-ouest de la Chine. Donc c'est au cœur du continent Eurasie et elle a la frontière avec une dizaine de pays y compris la Chine donc. Ok. Très bien, comme ça, voilà, ça pose un peu les bases et on va comprendre un peu de quoi on parle. Donc, j'aimerais qu'on commence cette discussion en parlant un petit peu de vous pour qu'on apprenne un peu à vous connaître et comprendre un peu votre combat et vos engagements aujourd'hui. Donc, vous avez passé toute votre enfance dans la région ouïghour du Xinjiang. Alors, je suis vraiment désolée pour la prononciation. Donc, dans l'extrême ouest de la Chine. Comment c'était de grandir dans cette région ?
Donc autant utiliser directement région ouïghour, parce que Xinjiang c'est un mot chinois qui signifie nouvelle frontière, nouveau territoire. C'est un terme colonial. C'est pourquoi j'ai toujours dit de ne pas l'utiliser pour si vraiment on tient une position neutre, puisque c'est un terme colonial. Alors je ne l'utiliserai plus, vous faites bien de me le dire. Merci. Et donc je suis née, j'ai grandi jusqu'à mes 14-15 ans dans la région. Et que dans une des villes, dans une des grandes villes de la région frontière avec le Kazakhstan. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires donc en ouïghour, en école ouïghour. Donc je fais partie des dernières générations qui ont pu faire des études en primaire et secondaire en langue ouïghour. Le chinois c'était notre langue étrangère, donc on n'apprenait pas l'anglais mais le chinois. Et disons que j'ai passé une enfance heureuse et que on voyait très peu de Chinois, pratiquement pas, par exemple, en fait, jusqu'à mon départ en Chine intérieure pour faire des études supérieures, j'avais rarement vu de Chinois, à part des fonctionnaires que à la fin de mes études secondaires que j'ai dû faire face. Sinon, ma ville, qui est Roulja, on n'avait pratiquement pas de Chinois. On voyait pas, en tout cas, à part les seuls Chinois qu'on voyait de temps en temps, c'était des petits vendeurs ou des ramasseurs de poubelles qui parlaient un petit peu ouïghour pour communiquer, puisqu'ils sont extrêmement rares. Vous voyez la différence, en fait, en espace de 30 ans, la migration massive a envoyé la région vraiment. Voilà. Ok. Et donc, vous l'avez dit, vous avez quitté votre famille à l'âge de 14 ans pour vos études, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Vous souhaitiez devenir médecin, je crois, au départ, mais l'université de médecine de Shanghai n'était plus accessible aux étudiants et étudiantes issus des ethnies minoritaires et donc des Ouïghours. Vous avez vécu beaucoup de discrimination en tant que femme d'origine ouïghour ? Oui, c'était notamment en fait à l'époque. Quand je suis allée en Chine intérieure pour des études supérieures. Vous savez, en Chine, la Chine, c'est un pays méritocratique. Et que les bourses d'études, c'est basé sur vos mérites scolaires et non pas sur votre situation sociale. Et que les étudiants dites des minorités et que selon en fait leur niveau de bac, c'est-à-dire vos notes, les exceptions, ils vont en Chine intérieure pour des études. Donc voilà, et que quand je suis allée en Chine intérieure, mon but c'était devenir médecin à l'université de médecine de Shanghai, mais quand je suis arrivée en Chine intérieure, on m'a dit que c'était pas possible parce que c'était fermé pour les étudiants non chinois depuis 1996. Donc le rêve était brisé, j'ai dû continuer et que oui, au cours de mes études en Chine intérieure, j'ai eu beaucoup de discrimination, et que j'ai envie de dire ça a devenu tellement banal pour nous. Et c'est pas grand-chose. Et encore, je dois dire que ces discriminations en Chine intérieure, c'est beaucoup moins que ce que j'ai subi dans la capitale ouïghour, à Urumqi. À chaque fois, quand je revenais à la fin de l'année, quand je revenais chez moi. Donc, c'est à ce moment-là, c'est en arrivant chez moi souvent que j'ai eu des discriminations beaucoup plus virulentes à mon égard. Et puis, quand j'ai terminé les études de licence en Chine intérieure, je fais partie des meilleurs étudiants, meilleurs diplômés, disons. Et que mes camarades chinois, ils sont tous partis pour des travails dans des grosses villes très bien payées, où ils sont très bien payés, dans des grosses villes comme Shanghai ou Nanjing, etc. Mais moi, étant ouïghour, comme beaucoup d'Ouïghours, la majorité des Ouïghours ont choisi de revenir chez nous. Donc, d'autant qu'on n'a que 2 enfants, dans les villes, donc on ne veut pas laisser la famille seule. Donc, je suis revenue plutôt dans la capitale pour trouver un travail. J'ai cherché pendant pratiquement 1 an
et que les marchés de travail à l'époque, c'était affiché ouvertement uniquement Han, uniquement chinois. Et lorsqu'en fait ils affichent pas uniquement Han, c'était uniquement homme. Donc, voyez, et lorsqu'en fait ils affichent ni Han ni homme, ils affichaient aussi, il fallait faire des études depuis l'enfance en chinois. Donc, lorsque vous êtes ouïghour, une femme qui a fait des études totalement en ouïghour, des études primaires et secondaires, là vous avez pratiquement pas de chance, peu importe votre niveau, comment vous avez terminé vos études, les recommandations, peu importe. Donc, vous voyez, j'ai enduré ça. Et une fois, ça m'est arrivé tellement de fois, mais une fois qui est le plus flagrant, c'est l'université de pédagogie. Le dean de département, il avait beaucoup aimé mon profil et il me disait que c'est des profils comme le mien extrêmement rares, donc il veut absolument m'avoir. Donc il m'a donné rendez-vous parce que c'est pas lui qui décide, c'est le président non pas l'université, de l'institut qui décide. Donc je suis allée au rendez-vous. Et que le dean de faculté et moi, nous avons attendu le président de l'institut, et qui est chinois aussi, et le dean, il est chinois aussi, parce que sachant que dans la région ouïghour, les premiers chefs, c'est toujours chinois. Et puis, le président de l'institut, il arrive, le chinois, il m'a vu et ensuite il s'est tourné immédiatement, il m'a même pas dit bonjour, il s'est immédiatement tourné vers le dean, il a dit « Je t'avais dit pas d'ouïghour ». Donc devant moi, on prend pas d'ouïghour, et il est parti. Donc je suis partie. Vous voyez, en fait, j'ai enduré, et que évidemment je ne suis pas seule. Dans la région, la discrimination, elle était tellement courant. Ça devenait les violences. Les humiliations, c'était notre vie quotidienne, déjà. Ouais. Et donc après, vous décidez de partir en France, donc vous avez 21 ans. C'est aussi pour toutes ces raisons, pour échapper aussi à toutes ces discriminations? D'accord. Oui, absolument. Parce que, en fait, même, vous voyez, dans les universités, par exemple, les professeurs, etc., lorsque vous regardez le profil à l'époque, les profs ouïghours, ils doivent avoir le niveau bien plus supérieur aux Chinois pour avoir le même poste. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé, comme beaucoup de jeunes ouïghours diplômés comme moi, parce que pour avoir un poste similaire à un Chinois, il faut qu'on ait des diplômes étrangers, diplômes occidentaux au mieux, pour pouvoir obtenir ce même poste, être doctorat pour le poste qui est occupé par un Chinois qui a seulement master, par exemple. Donc, pour concurrencer, les Ouïghours, ils doivent toujours travailler beaucoup plus, et avoir des diplômes et des valorisations beaucoup plus importantes que leurs collègues pour avoir le même poste. C'est pourquoi j'ai choisi de partir en Occident. À l'époque, d'autant plus, c'était le début, quand je suis arrivée en France fin 2004, c'était vraiment 2003-2004, c'était le début de l'ouverture, parce que avant cela, pour les Ouïghours, de partir en Occident, c'était presque impossible, c'était très rare. Donc, en fait, c'est 2003-2004, c'était le début d'ouverture pour faire des études en Occident. Donc, je suis partie, j'ai saisi cette occasion, j'ai appris 3 mois le français, et j'ai passé le concours. Et depuis, vous êtes restée en France. Ouais. Et comment on arrive à se construire, à grandir dans un pays où on n'a pas notre famille, loin de chez nous, on est une femme, discriminée depuis son enfance? Comment ça se passe de grandir comme ça dans un pays étranger? Je dirais que en fait, vous savez, c'est commun pour tous les peuples colonisés. Grandir dans un contexte de colonisation, sous la colonisation, ça nous apprend beaucoup de choses. Adaptation, les langues. Lorsque vous regardez, en fait, les colonisés, souvent, ils sont bilingues, trilingues, plusieurs langues. C'est obligé parce que c'est la vie est ainsi construite. Et donc, déjà, on a la facilité d'apprentissage de langue
par habitude, parce que nous-mêmes, voilà. Et ensuite, d'adapter à des situations plus compliquées, puisqu'en fait, on est sans cesse face à des complications liées à votre origine, etc. Ouais, non, c'est pas forcément évident. On va parler de la situation actuelle, de tout ce qui se passe, de vos engagements, de votre combat. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la situation actuelle pour les Ouïghours? Donc, on a bien compris toutes les discriminations, mais là, aujourd'hui, en plus, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Ouais. Ce rapport entre la Chine et les Ouïghours, le pays ouïghour, c'est un rapport colonial, vous avez bien compris. Dans ce rapport-là, en fait, nous avons toujours vécu dans une discrimination. Du moment où, en fait, il y a une colonisation, impossible que les populations colonisées soient libres et encore moins. Déjà, enfin, la Chine, c'est pas un pays libre pour les Chinois, et encore moins, vous pouvez imaginer, pour les populations colonisées. Donc déjà, c'était compliqué la vie. Ensuite. Ensuite, maintenant, enfin, depuis 2016, fin 2016, la situation, elle a totalement dégradé d'une façon complètement radicale, et je dirais, et puis avec une politique fascisée. Le but, c'est aussi d'en finir avec ce peuple différent, avec une culture qui est extrêmement forte. Qui sont très fiers de leur identité ethnique et culturelle, nationale. Donc, et que cela est devenu un obstacle pour le pouvoir chinois, pour le pouvoir central. Et puis, on le voit que dans la machine chinoise de sinisation et unification de toute la culture autour de la culture chinoise, ça on voit non seulement en fait par l'écrasement des Ouïghours, mais maintenant on voit les autres populations également. Bien sûr, on sait pour le Tibet aussi qui subit les mêmes sorts que les Ouïghours, même si fort heureusement ils sont nombreux chez eux, contrairement à nous. Et fort heureusement, il n'y a pas encore des camps de concentration, et je l'espère pas qu'on fait tout pour que ça n'aura pas lieu et que ça soit fermé. Donc, dans ce contexte-là, les Ouïghours, enfin pour le pouvoir chinois, la région ouïghour, les Ouïghours devenus un obstacle à éradiquer. Et pour ce faire, enfin, tous les critères sont bien réunis. À l'international, on est dans un environnement islamophobe et sous le prétexte de lutte antiterrorisme, on peut écraser toute population musulmane. D'une part, et que d'un autre côté, pour le monde musulman, ils sont acquis par la Chine économiquement, et d'autre part, eux-mêmes, ce sont des dictatures, et donc un régime dictatorial, ils vont pas critiquer un autre régime dictatorial. Et donc, dans ce contexte, d'autant que après le 11 septembre, la Chine elle a réussi à montrer toute contestation, même individuelle, ouïghour comme terrorisme, pour les classer comme terroristes. Tout cela, ça joue aussi en faveur de la Chine pour mieux écraser et faire passer ce qui se passe comme quelque chose de légitime. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis fin 2016, on estime 3 millions de Ouïghours dans les camps de concentration ethniques et religieux, visant uniquement d'abord les Ouïghours, ensuite les autres turcophones, les autres peuples turcs de la région, et qui sont de confession musulmane. Ceci dit, l'islam, ça sert d'excuse pour montrer en fait comme légitime sous le nom de lutte antiterrorisme, en enfermant toute une population. Et puis via les témoignages des rescapés, on sait ce que se passe, les terreurs à l'intérieur, les tortures à l'intérieur de ces camps, les viols, etc. À l'extérieur, la vie n'est pas mieux. La région ouïghour, elle est l'État le plus surveillé au monde, et avec une haute technologie la plus moderne que la Chine possède. Donc vous voyez la situation pour même celles et ceux qui sont en dehors des camps. Ouais. En fait, on peut parler d'un génocide aujourd'hui.
C'est un génocide. Jusqu'à l'année dernière, on a parlé beaucoup de génocide culturel visant notamment, en fait, étant donné que leur pratique culturelle, la langue a été interdite, les enfants sont arrachés aux familles, etc. Et malgré les tortures, malgré les morts, etc., que témoignent les rescapés, on avait parlé jusqu'à l'année dernière et jusqu'à assez récemment de génocide culturel pour ne pas parler de génocide tout court. Mais tout récemment, avec le dernier rapport d'un chercheur allemand qui est spécialisé de ces camps, et le rapport révèle la stérilisation massive des femmes ouïghours depuis le début de cette répression massive. Et que on apprend depuis 2015 la chute démographique, moins de 84% des Ouïghours. Et dans ce contexte-là, maintenant, le monde a commencé à parler de génocide tout court, puisqu'en fait la stérilisation massive d'une population, c'est l'un des critères importants de génocide, selon la définition de l'ONU. Cependant, il y a aussi, à part la stérilisation massive des femmes, il y a la deuxième, à mon sens, il y a l'autre critère aussi, les enfants, parce que on ne sait pas le chiffre officiel c'est 500 000, mais je pense c'est beaucoup plus au-delà de 500 000, des enfants arrachés aux familles et mises dans des camps pour enfants, appelés joliment sur le jardin d'enfants, dans des espaces barbelés. Et que ces enfants qui sont arrachés à leur famille et éduqués, grandis par des Chinois dans un contexte totalement chinois, leur interdisant leur pratique linguistique et culturelle. Donc ils vont grandir chinois, devenir totalement chinois, donc en oubliant leur culture et leur origine et leur langue. Donc ça aussi, la détresse massive et la destruction massive des enfants, ça fait partie de l'autre critère de génocide, donc qu'on n'en parle pas assez pour l'instant. Effectivement, ouais. Et donc là, récemment, il y a eu quelques annonces. Emmanuel Macron vient tout juste de condamner la situation des Ouïghours après plusieurs années de silence. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la situation française? Parce que c'est vrai que pour nous, ça nous rappelle quand même notre histoire sombre. Enfin, c'est assez fou qu'on ne réagisse pas, moi je trouve, après c'est mon avis personnel, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est ce qu'on dit aussi. Ce silence français, ça m'étonne parce que la France, elle est extrêmement sensible pour ces questions-là, normalement. Et que fort heureusement, depuis ces derniers mois, depuis fin 2019, nous avons beaucoup mobilisé les jeunes Français via les réseaux sociaux, Instagram notamment, autour du génocide ouïghour, de la crise ouïghour, que grâce à ces jeunes mobilisés et que maintenant on voit un peu de couleur de mobilisation et de sensibilisation en France, et grâce à ça aussi les politiques qui ont fermé les yeux, fermé l'œil et fermé les oreilles. Maintenant, ils commencent à nous écouter et et accepter nos demandes de se rencontrer, etc., de prendre une position, etc. Et je pense que ce soit les politiques qui prennent de position maintenant ou c'est rare encore, et Emmanuel Macron, le président de la République, qui prenne enfin une parole, c'est parce que c'est grâce à la mobilisation générale des jeunes Français et qu'ils ont compris qu'en fait on n'est pas seul et que les Français ils ont commencé à se réveiller. Donc voilà. Bien sûr, c'est une toute petite minuscule victoire. Je peux pas dire autrement, c'est une victoire. Ça me réjouit que notre président, en tant que Française moi-même, j'ai été très fière, même si c'est de parole pour l'instant. Mais maintenant, il faudrait que toujours grâce à la mobilisation des Français, et notamment des jeunes Français, on doit maintenant les pousser, les politiques et notre président, à prendre des actions réels, désormais, comme c'est fait dans les pays anglo-saxons.
Oui, en espérant que ça aille plus loin. Je voulais revenir, avant qu'on détaille aussi tout ce qui se passe sur l'industrie textile, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous ai invité, et aussi les États-Unis qui viennent d'annoncer certaines choses. Mais dans une interview au Monde, vous avez déclaré « J'attends toujours la solidarité des féministes envers les femmes ouïghours ». Oui, pour les politiques, la détresse et ce qui se passe pour les Ouïghours, notamment pour les femmes Ouïghours, n'a pas été évoqué par aucune, non seulement en France. D'ailleurs, dans mon article, j'ai bien précisé, bien, moi, étant française et vivant en France, je me suis adressée beaucoup plus aux féministes françaises et français, mais aussi c'est aussi pour le monde entier, parce que dans le monde entier aucun mouvement féministe n'a pris de défense des femmes ouïghours ouvertement. Donc c'est pourquoi enfin, d'autant que en fait j'ai attendu aussi, parce que le rapport d'Adrien Zens sur la stérilisation massive des femmes ouïghours a été beaucoup médiatisé, et que même à la suite de cela j'ai attendu 2-3 semaines, toujours rien. Toujours, il y a aucune voix. Donc, à part, bien entendu, certaines m'ont accusé en disant que oui, sur Instagram, on a partagé des stories. Vous voyez, en fait, il y a toute une population est en train d'être génocidée, et que toi, tu viens me dire que tu as partagé quelque chose sur son story. Et que m'accuser d'être injuste. Donc, vous voyez, mais grâce à mon article, et que par la suite, il y a eu un mouvement, par exemple le mouvement collage féministe, qui sont un peu partout en France. Certaines, on m'a dit qu'elles avaient déjà commencé avant mon article. J'en suis heureuse pour cela, mais quand même, tout de même, il faut admettre que c'est surtout après ma publication que elles se sont massivement activement mobilisés pour faire entendre ce qui se passe, notamment pour les femmes ouïghours. Ouais. Oui, puisque vous parlez de la stérilisation, des viols, et des cheveux coupés aussi, j'ai lu. Et on leur coupe les cheveux, les vêtements, ça. Exactement. C'est pas nouveau, d'autant plus que c'est pas nouveau. Ça fait des années que, en fait, je fais, encore une fois, comme je disais, certaines m'accusent aussi disant, oui, on a depuis très peu de temps, depuis quelques jours ou quelques mois qu'on a entendu, mais oui, j'y peux rien, ma voix n'est pas entendue, ça fait des années, depuis le début, j'essaye de faire entendre, mais personne n'écoute, que les médias ne donnent pas la parole, et que je ne suis pas une personnalité, on n'a pas un artiste ou une star hollywoodienne qui parle pour les Ouïghours, donc notre voix n'a pas entendu. Et donc, fort heureusement, depuis peu, ça commence au bout de 4 ans, ça commence un peu à bouger. Oui, c'est vrai que les médias donnent très peu la parole aux femmes déjà. Déjà à la base, et en plus, quand on n'est pas une femme blanche issue d'une famille aisée, enfin voilà, ce genre de choses, on est encore moins entendu. Et que évident. Dans les médias aussi, jusqu'à assez récemment, jusqu'à présent, dans les grands médias, lorsqu'on parle des rares fois où on parle des Ouïghours, ce sont souvent des mâles blancs qui occupent le terrain, experts. Eux, ils sont experts. Ouais, parce que en fait, les Ouïghours ou des personnes, des populations non blanches, ils peuvent être que l'objet d'étude. Ils ne peuvent pas être le maître d'étude. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'espère que ça va changer, en tout cas, et que c'est en train de changer. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de ce qui se passe, du travail forcé que subissent les Ouïghours au profit de grandes marques, notamment de mode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit, ce travail forcé, et puis après on reviendra un peu sur tout ce qui est coton, ce que viennent d'annoncer les États-Unis, mais d'abord un peu la situation globale. Mais dans le cas actuel, les camps de concentration, vous savez, il y avait jusqu'à 2019, jusqu'à l'année dernière, il y avait la Chine a construit environ 1400 camps de concentration. Donc enfin, ils ont commencé dès 2018, 2017 même, dès le début, ils auraient commencé et notamment avec la pression internationale, puisque la pression internationale a crû de plus en plus pour demander des comptes à la Chine sur les camps. La Chine, elle a changé plusieurs fois de stratégie et de discours, et que on apprend aussi que dès 2017-2018, au sein des camps de concentration, ils ont ouvert des business. Ils ont ouvert
des ateliers, des usines pour faire travailler, parce que dans les camps, il y a tout un tas de personnes avec leurs compétences. Toutes les personnes, la majorité des gens, ce sont des gens de compétences qui sont là. Donc, certains sont des intellectuels, d'autres sont des artisans ou alors des boulangers, etc. Donc, ils ont utilisé dans les camps pour produire, pour faire de business et ainsi de tenir le business de camp, parce que tenir toutes ces personnes-là dans les camps de concentration, ça coûte. Ça a un coût énorme. Donc, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Donc, ils ont trouvé cette solution pour mener le business. Et non seulement par la suite, on apprend également que, là, on vient à votre question, c'est que, certains détenus ouïghours qui sont détenus pendant plusieurs années ou pendant un certain temps dans les camps de concentration, après avoir passé, disons que les autorités ont jugé que ces personnes, ils sont assez cynisés, assez dociles maintenant, donc ils peuvent sortir des camps de concentration, mais ils vont dans des camps de travail forcé. Et donc, c'est-à-dire que il y a des camps dans lesquels il y a déjà à l'intérieur les camps de travail. Ensuite, il y a des camps de travail à part aussi. Donc, les personnes jugées dociles et assez cynisées, et qui sont physiquement serviables, ils ont été envoyés dans les camps de travail forcé, et que on sait notamment un ami à nous qui a fait des études en France, il a été diplômé de France, il était reparti, et que tout récemment, comme début de l'année, nous avons appris, parce que lui, il était dans un camp, à son retour, il a été arrêté, il est mis dans un camp de concentration. Que début de l'année, il nous a contactés, nous avons appris que il est sorti de camp de concentration et il travaille maintenant dans un camp de travail forcé, et qu'il a le droit de rentrer une fois par semaine chez lui. Sinon, il reste dans le camp de travail. Et vous voyez, il y a des différentes sortes de camps, structures. Et puis à part cela, il y a des marques comme Calvin Klein, Tommy Hilfiger, et puis il y a aussi Uniqlo, il me semble, ou Volkswagen. Ce type d'entreprise, ils ont des usines près des camps dans lesquelles les détenus travaillent gratuitement, pratiquement gratuitement. On ne sait pas, apparemment ils sont rémunérés dans les camps de travail. Mais ils sont rémunérés ridiculement peu, juste pour c'est rien à voir avec le salaire normal qu'ils gagnaient auparavant, et que rien à voir. Et donc et puis à part les détenus dans les camps, il y a les jeunes populations ouïghours ont été déportées dans les usines en Chine. Ce sont les usines de sous-traitants des entreprises occidentales. Je pense que ça peut monter à millions le nombre de jeunes travailleurs ouïghours. Il y a des annonces en chinois sur Internet. Ils sont gérés comme des esclaves, et à la merci de leurs surveillants militaires. Et il y a des annonces pour vendre ou passer le droit de les utiliser par des entreprises. Donc, vous voyez, et que ça, c'est une autre structure, puisqu'en fait, il s'agit des jeunes Ouïghours qui ne sont pas dans les camps, mais qui sont déportés depuis la région ouïghour vers la Chine intérieure pour faire travailler presque gratuitement dans des usines où ils travaillent 100 heures. Ouais. Il y a plein de marques de l'industrie textile qui ont des fournisseurs comme ça qui emploient des Ouïghours via toute cette exploitation. Il y a eu H&M, Uniqlo, vous l'avez dit. Il y a 83 Zara, marques impliquées. Ouais, c'est ça, exactement. Beaucoup de marques. Je remettrai la liste dans la description de l'épisode pour celles et ceux qui sont intéressés. Et, certaines marques ont accepté de ne plus collaborer avec leurs fournisseurs. J'ai vu ça, leurs fournisseurs chinois qui font donc travailler de force les Ouïghours. Il y a eu
Adidas, Lacoste qui se sont prononcés pour dire stop. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que, parce que les marques ont aussi un pouvoir en disant si on arrête de travailler avec ces fournisseurs qui exploitent des Ouïghours, peut-être que ça pourrait faire changer les choses. Vous êtes optimiste sur ça ou... Oui, ouais. je pense que je suis optimiste, non pas parce que les marques vont changer quelque chose, mais je suis optimiste parce que je crois en notre pouvoir en tant que consommateur. Parce que nous vivons dans une société ultra surconsommation. Donc, c'est nous qui faisons marcher cette machine. Si nous, on arrête, si on change nos manières d'achat, de consommation, là, ça va bouger les choses. Grâce au boycott, je crois vraiment en notre pouvoir, chacun d'entre nous. Bien sûr, seul, on ne peut pas changer rien du tout. Mais ensemble, on a ce pouvoir et que c'est à la fois tragique, à la fois positif, parce que, effectivement, tragique parce qu'on est dans une société surconsommation et que positif parce que ça veut dire que nous avons un pouvoir, nous avons une responsabilité, un rôle à jouer et que ça, il faut pas sous-estimer notre pouvoir. Ouais, bien sûr. Et il y a d'ailleurs un chiffre qui est quand même assez marquant parce que selon les ONG, un vêtement en coton sur 5 proviendrait d'un camp de travail ouïghour en Chine. Enfin, c'est dramatique. Oui, en Chine, vous savez, la région ouïghour, c'est un Eldorado. Non seulement pour le pétrole, gaz naturel et de charbon, c'est vraiment la source de la Chine, mais aussi du coton. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Donc, et que probablement tout vêtement ou alors tout produit textile qu'on reçoit ici, il y a 84% de chances qu'ils viennent de la région ouïghour. Si elles viennent de la région ouïghour depuis ces dernières années, c'est très probable que c'est un produit fabriqué par de travail forcé des Ouïghours. C'est hallucinant. D'ailleurs, les États-Unis viennent d'interdire toute importation de vêtements, de coton, textile en provenance de la région ouïghour. C'est quand même une décision forte de la part des États-Unis. Absolument, oui. Les États-Unis elle a pris plusieurs mesures depuis la fin de l'année. Vous savez, début de l'année, cette année, les États-Unis ont adopté une loi, Uyghur Act, la loi ouïghour pour la protection des droits humains des Ouïghours. Ensuite, à la suite de cela, elle a aussi sanctionné une trentaine d'entreprises et tout récemment, à la suite de comme l'effet de cette loi, elle a aussi sanctionné les 4 principaux responsables de camps de concentration en gelant leurs biens et en interdisant le visa à eux et à toutes leurs familles, tous leurs proches. Donc, c'est des mesures fortes. Maintenant, en fait, là, cette loi que vous venez de dire, cette interdiction, elle est encore en cours. Elle n'est pas définitive, mais elle a besoin d'appui des autres pays, notamment des pays européens. Ouais, il faudrait que l'Europe se prononce sur ça et la France fasse de même, quoi. Ouais. Exactement. C'est les États-Unis seuls, je pense que même si ça a beaucoup d'impact, mais seul, elle fera pas pouvoir avancer les choses. Ouais. Et donc vous l'avez dit, on a beaucoup de pouvoir en tant que consommatrice, consommateur. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc il y a le boycott. Qu'est-ce que vous préconisez pour nous, consommatrices, consommateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, sur cette situation? Je pense que, en fait, en tant que consommateur et consommatrice, nous avons, nous pouvons toutes deux choses, parce que beaucoup de produits maintenant, malheureusement, viennent de Chine ou liés à la Chine. Donc, c'est difficile de tout, boycotter, etc. Mais boycott est extrêmement important, comme je dis. Je crois vraiment, je peux même dire, c'est la seule chose en quoi je crois. Et parce que je ne crois pas aux politiques. C'est pas eux qui vont vouloir changer quelque chose. C'est nous, quand on prend des actions, eux, ils sont obligés de changer ensuite. Donc, c'est la seule chose que je crois. C'est notre pouvoir en tant que consommatrice et consommateur. Et donc, deux catégories notamment, textile. Tout textile produit par la Chine à éviter. Tout textile.
Ensuite, d'autres choses, c'est la technologie, c'est-à-dire que en fait, les marques chinoises de haute technologie comme Huawei, Xiaomi, à éviter, absolument éviter. Non seulement c'est des entreprises qui fournissent la technologie de surveillance pour les camps de concentration, et puis c'est des entreprises sous la main de la Chine. Ensuite, je vais à des marques, des plateformes comme Alibaba, Shein, etc. Ben ça aussi, vous savez en fait dans lequel en fait vous trouvez des produits pas chers. Vous pensez pourquoi c'est pas cher? Évidemment parce que en fait ça a coûté rien, parce que les personnes qui ont travaillé comme esclaves. Et que c'est pour ça c'est pas cher, et que ces plateformes là, Alibaba, etc., ils sont c'est des outils du gouvernement chinois, et qu'ils travaillent main dans la main avec le gouvernement chinois. Donc si vous achetez sur ces plateformes là, vous contribuez absolument au génocide. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on a le pouvoir, d'agir et de faire changer les choses. Il faut un certain courage aussi pour oser dénoncer publiquement tout ce que vous avez fait depuis plusieurs années. Vous vous rendez compte du courage que vous avez dû avoir et de la pugnacité aussi pour continuer à porter votre voix et ce message, même si on vous écoutait pas au début? Oui, vous savez, c'est un peu comme en fait, c'est pas la même chose, mais un peu comme mes études de thèse, pendant mes années de thèse, par exemple, j'ai passé 6 ans à faire ma thèse, et je sais qu'en France, la moitié des étudiants des thésards abandonnent au milieu. Parce que faire une thèse, c'est un processus plus psychologique qu'autre chose. Donc en fait, ce combat que je mène, c'est pareil, c'est très psychologique. Donc forcément, maintes fois, centaines de fois, milliers de fois, vous avez envie d'arrêter. En même temps, d'une part, vous savez, je suis venue pour ça en France, et puis c'est quelque chose, je crois vraiment, certaines personnes, c'est pas quelque chose de divin, hein, c'est juste, certaines personnes, ils ont beaucoup plus de conscience déjà, depuis tout début, depuis tout petit, plus que les autres. Moi, je ne suis pas née dans une famille particulièrement militante ou nationaliste, non. Ma famille, elle avait tellement peur, parce qu'ils ont tellement subi les terreurs de révolution culturelle, parce qu'ils étaient des grands propriétaires, ils étaient riches. Donc ils étaient tellement terrorisés que dans la famille, c'était interdit de parler de tout politique, et chez moi, il n'y avait même pas un Coran, aucun livre lié à la religion. Ils étaient terrifiés. Donc, vous voyez, je suis née dans une famille comme ça. Cependant, c'était une famille extrêmement intellectuelle et littéraire. Et que, je suis la seule à révolter dans la famille, d'ailleurs. Et que je suis la seule aussi qui a poursuivi les études jusqu'à aussi longtemps. Et c'est pour ça, c'est pas tellement ma famille, quoique, en fait, le côté littéraire et intellectuel qui a joué beaucoup. Mais je pense que certaines personnes, ils ont beaucoup plus de conscience que les autres, et que d'autres, ils deviennent avec les influences de l'environnement, mais certains sont comme moi. Du coup, c'est pire dans mon cas, des personnes comme moi qui sont nées avec cette conscience, parce que c'est ancré. Et si j'étais devenue par mon environnement à un moment donné, comme certains Ouïghours qui sont devenus depuis les débuts de camps de concentration, dans la diaspora, ils sont devenus militants, mais beaucoup ont abandonné sur le chemin parce que c'est difficile. C'est difficile psychologiquement. C'est fatigant. Ouais. Extrêmement fatigant. Donc, même si j'ai dit milliers de fois que pourquoi j'ai fait tout ça, parce que ma famille, je mets en danger ma famille.
parce qu'ils sont pas dans un camp et que beaucoup de Ouïghours, 90% de Ouïghours sont silencieux par peur de mettre en danger leur famille. Parmi eux, la majorité, déjà leur famille c'est en danger parce que déjà leurs familles sont dans les camps. Mais même malgré ça, ils ont peur parce que s'ils ont frères et sœurs sont dans les camps, ils ont peur s'ils dénoncent, ils ont peur pour leurs parents âgés, qu'ils prennent aussi, comme les autorités prennent aussi les parents. Vous voyez, c'est toujours lié comme ça. Et donc, mais encore une fois, je fais partie de ces 10% de Ouïghours qui prennent des risques, non pas pour moi, pour notre famille restante, mais c'est quelque chose, vous savez, c'est de naissance. Donc, vous avez cet engagement ancré en vous, quoi. C'est ça, ça. Au bout même si parfois, milliers de fois, j'ai envie d'arrêter, mais ensuite, je reprends. Oui. Et alors, avant de vous poser la dernière question rituelle du podcast, peut-être vous pouvez nous dire ce que vous prévoyez de faire pendant la Fashion Week, parce que vous avez prévu des actions un peu pour alerter l'opinion publique sur tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Oui, le Fashion Week cette année commence le 13 septembre à New York. Et puis ensuite, à partir du 28 septembre, c'est Paris, Fashion Week Paris. Donc, j'interviens déjà le 26 septembre, il me semble, dans un événement organisé par Youth for Climate, et que sur le sujet toujours. Et sûrement, on va mener également des actions à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur le lieu de Fashion Week, pour dénoncer, pour interpeller les marques incriminées. Et que j'espère que tous les Français, notamment les jeunes Français qui sont sensibles, puissent se mobiliser via à la fois les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. Oui, bien sûr. Et je rappelle aussi une autre date, c'est le 3 octobre, il y a une grande manifestation qui est prévue à Paris pour justement manifester contre tout ce qui est en train de se passer. Donc j'invite tout le monde à descendre dans la rue, parce que je pense que c'est aussi important de montrer qu'on ne tolère pas ce qui est en train de se passer en marchant dans la rue et en disant haut et fort. Ouais. Exactement. Le 3 octobre, nous organisons avec Raphaël Glucksmann, c'est plutôt lui qui organise un grand rassemblement. Donc nous voudrions que ce soit important, historique et décisif pour le sort des Ouïghours et contre le génocide. Et alors, la dernière question rituelle de ce podcast que je pose un peu à toutes mes invités comme question de fin. Est-ce que vous avez des modèles dans la vie ? Des personnes ? Ça peut être des personnes, ça peut être des inspirations, des gens de votre entourage ou pas, des gens connus, des gens avec qui vous travaillez. Enfin, c'est très très large. Oui, beaucoup de personnes. Moi, je suis souvent fascinée par des femmes parce que s'il y a si je dois dire une seule personne, c'est ma mère. Mais je sais que ma mère, il y a énormément de mères dans le monde comme elle qui élèvent seules leurs enfants et qui permet malgré elle à ses enfants de faire des études supérieures et de devenir quelqu'un dans ce monde. Donc, je suis souvent fascinée par les femmes fortes. Moi aussi. Voilà. Et si j'ai des modèles, je pense que ce sont plutôt les femmes, oui. Ok, très bien. Et on dédie un peu tout ça à toutes les femmes. Alors, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions et de m'avoir consacré votre temps précieux. Avec plaisir. Merci. Merci à Dine Nuréan d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, comme celle d'Apple Podcast, et parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et avec votre entourage, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram, @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.